Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Ce projet, on en entend parler depuis des années. Il intrigue, il questionne et parfois il divise. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Le chantier du nouveau CHU de Nantes, l'un des plus ambitieux d'Europe, soulève autant d'attentes que d'interrogations. Alors j'ai voulu comprendre, plonger dans les coulisses de ce projet titanesque qui dépasse largement la simple construction d'un hôpital. De quoi parle-t-on vraiment ? D'une infrastructure ? D'un défi médical ? D'un projet de société ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Patrice Gueudelot, président du fonds de dotation du CHU depuis 3 ans. Son rôle, contribuer au financement de l'hôpital de demain. Ensemble, nous allons explorer tous les aspects de ce projet, ses ambitions, ses défis, ses avancées concrètes et son impact pour les patients, les soignants et la région. Un nouvel hôpital ? Oui, mais aussi un projet de rayonnement, d'expertise et d'innovation. Alors dans cet épisode, vous saurez tout, mais vraiment tout, sur ce chantier hors norme. Bonne écoute. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors Patrice, toi tu diriges depuis 3 ans le fonds de dotation du CHU de Nantes. Ensemble aujourd'hui on va parler du rôle de ce fonds. Oui. Mais je vais aussi profiter de ta présence pour parler du nouveau projet du CHU qui a été entamé en mars 2022. Le projet est attendu pour le 2e semestre de 2027. D'abord je te propose Patrice de commencer par te présenter. Patrice Gueudelot, je suis arrivé il y a un petit peu plus de 3 ans, presque 3 ans et demi au CHU de Nantes. Donc, je fais partie de l'équipe de direction. On est 39 directeurs. Moi, je m'occupe plus particulièrement du mécénat sur une structure qu'on appelle le fonds de dotation, qui a pour objectif de mobiliser la générosité d'un plus grand nombre, ça veut dire des concitoyens, des patients, mais aussi des entreprises, pour arriver à porter des projets novateurs, souvent innovants, en faveur des patients, bien évidemment, par ricochet des accompagnants et bien sûr des soignants. Quelle est sa mission principale et comment justement est-ce qu'il contribue au développement du nouveau CHU ? On peut parler d'un voyage à l'hôpital. On pourrait l'imaginer de 2 manières. La première partie du voyage, c'est le voyage médical, qui est pris en charge très clairement par l'État, ça veut dire par nous, par nos prélèvements, notre imposition. Et dans ce cas de figure, c'est l'État investit ce que j'appelle 4 murs blancs, c'est un hôpital, du matériel et des soignants. Et c'est le parcours médical qu'on connaît tous. Le deuxième, qui est en fait l'expérience patient, de sa prise en charge jusqu'à son parcours à l'intérieur de l'hôpital, et lui est à revisiter et a besoin très clairement aujourd'hui de financement, parce que l'État peut pas tout, très clairement. Et donc, on fait appel à la générosité d'un plus grand nombre pour arriver à réinventer ce bien-être, cette qualité de vie à l'hôpital, cette prise en charge. Tu parlais de projet ambitieux, tu parlais du nouveau projet du CHU. C'est en effet l'un des plus importants de France. Il s'étend sur 10 hectares sur l'île de Nantes, à l'emplacement de l'ancien mine, et il prévoit la construction de 14 bâtiments en tout. Oui. J'ai trouvé les deux infos. J'ai trouvé 13 bâtiments, 14 bâtiments, c'est 14. Hein. Alors, c'était 13, c'est devenu à 12, et maintenant, c'est de nouveau 13. Ah bon, tu vois, 13 bâtiments. Sur une surface de 220 000 mètres carrés. C'est énorme. Est-ce que déjà, tu peux nous faire un point sur le projet aujourd'hui ? Où est-ce qu'il en est en termes d'avancement ? Le projet avance incroyablement bien. On est en train de finir le gros œuvre. Donc, on a 3 phases, en fait, dans la construction de ce chantier. Ce qu'on appelle le terrassement. Ça veut dire le fait de préparer le chantier pour accueillir cette construction. La deuxième, qui est la partie gros œuvre, qu'on est en train de finir. Et donc, on est dans les timings. Il n'y a pas de retard à ce jour. C'est rare dans un projet comme celui-ci, non ? Alors, c'est extrêmement rare pour un sujet d'ampleur comme celui-ci, mais je pense que il est dû à ces 2 facteurs. Hein. Le premier, la crise immobilière qui nous a aidés, et la deuxième, c'est l'organisation. Donc, on a aujourd'hui une 60aine de personnes qui sont dédiées à la validation
des livrables. Dans le cadre d'un grand chantier comme ça, on a un appel d'offres et donc on a un livrable et que tant qu'on ne valide pas le livrable, on ne passe pas à la phase d'après. Il y aura à peu près un peu moins de 5 ans de construction. La première phase de terrassement a été intelligemment faite et là, maintenant, on va passer à l'intérieur. Le sujet paraît très compliqué vu de l'extérieur, mais c'est pas un sujet qu'on a embrassé il y a 3 jours. Hein. Nous, on a aujourd'hui une cinquantaine de communautés avec 850 hospitaliers qui ont réinventé depuis plus de 5 ans l'hôpital de demain. Donc, on sait exactement où on va et comment on y va. Et pour l'instant, on est à bon port. Et pourquoi ce projet? On a un hôpital à Nantes qui était vieillissant, hein, l'Hôtel-Dieu, que tout le monde... voilà, donc on sait depuis quelques années qu'on devait reconstruire un nouvel hôpital et que c'était un enjeu de santé publique de le faire. À côté de ça, il y a quand même une situation sur le territoire qui est quand même extrêmement dynamique. On le disait tout à l'heure, 100 000 nouveaux habitants à Nantes, pas un médecin généraliste en plus. On a vu le taux de fréquentation aux urgences qui a été un peu bousculé ces dernières années, avec peut-être aussi une insatisfaction très clairement des concitoyens sur lequel ils entendent dire qu'on est dans le meilleur système de santé en France, et quand ils arrivent aux urgences, bah là, ils attendent 6 heures et ils disent « mais c'est quoi ce bazar Je croyais que j'étais dans le pays le plus performant en santé ». Je pense que c'était la volonté d'arriver, et c'est vraiment l'objectif de l'hôpital de demain, c'est de soigner plus de gens dans des meilleures conditions, mais avec une donnée qu'on ne doit pas changer, qui est l'effectif et le coût. À Nantes, on a travaillé ce qu'on appelle le côté capacitaire, ça veut dire la capacité à pouvoir remplir au maximum le nombre de consultations et de lits pour pouvoir, entre guillemets, produire le maximum d'actes de soins en faveur des concitoyens. C'est-à-dire, parce que justement, l'une des critiques de ce projet, c'est la réduction du nombre de lits. Alors, ce qui est absolument faux, je tiens à rappeler qu'on a plus de lits dans le nouvel hôpital que dans l'ancien. On en a 100 de plus, on aura plus de 1500 lits dans le nouvel hôpital. La médecine a progressé incroyablement. Et que l'innovation médicale va totalement réinventer la prise en charge des patients. Et ça, dans tous les pays du monde. Par exemple, la télémédecine, un patient qui vient régulièrement voir son praticien à l'hôpital, je ne sais pas, depuis 2-3 ans et qui vient le voir 2 fois par mois, eh ben, la téléconsultation, c'est quelque chose qui va peut-être se mettre beaucoup plus en place. Donc on va pouvoir soigner les gens, plus de gens, peut-être dans des meilleures conditions et un peu différemment. Ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est que grâce aux nouvelles technologies, tu auras toujours autant de patients, mais tu auras des nouveaux outils, des nouvelles machines qui feront que du coup, tu les garderas moins longtemps à l'hôpital. On a une population, il ne faut pas l'oublier, Vieillissante. vieillissante. Ça veut dire qu'on n'a pas vu le vieillissement de la population, et nos patients du 3e âge ou ceux du 4e âge, bien évidemment, ne pourront pas être accueillis de la même manière à l'hôpital. Et donc là, typiquement, l'innovation médicale va devenir extrêmement intéressante. Pour information, on porte un projet en ce moment qui est très ambitieux sur des chambres connectées à l'hôpital pour justement réinventer la prise en charge des gens du 4e âge avec des capteurs qui permettent de changer la lumière, si le patient tombe, d'avoir des informations en direct, etc. Bref. Donc l'innovation va provoquer vraiment une révolution, mais on va devoir l'orchestrer. En fait, on a 2 denrées rares que tout le monde nous envie et on ne peut pas faire d'innovation sans ça. La première, c'est la data. Sans data, pas d'innovation. Et la deuxième, c'est les patients. Ça veut dire que quand on a trouvé une innovation, il faut la tester. Et ça tombe bien, au CHU de Nantes, on a les 2. Donc, on se positionne aujourd'hui au milieu du village pour essayer de créer des passerelles et donner la capacité à des gens qui ne viennent pas forcément que du médical ou de la recherche, de venir apporter leurs compétences, leur expertise, leur regard, leur technologie pour réinventer l'hôpital de demain. Et on a cette chance, et vraiment c'est une chance pour le territoire, de devoir construire un hôpital à 100%. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hôpitaux qui créent soit un pôle ou soit qui vont le rénover, mais des constructions from scratch comme on en connaît, il n'y en a quand même pas beaucoup, ni en France ni en Europe. Et donc là, on s'est dit que
Dans notre configuration actuelle, on était en mode silo. Ça veut dire que d'un côté, on avait un peu l'université, de l'autre, on avait les centres de recherche, de l'autre, on avait l'hôpital. Et ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, c'est qu'ils avaient créé ce qu'on appelle des villes de la santé, où on n'était plus en mode silo, mais on était en mode transverse. Ça veut dire que sur le même site, qu'on appelle l'unité de lieu, on mettait tous les professionnels pour qu'ils puissent collaborer. Et cette unité de lieu, c'est la clé du succès pour réinventer l'hôpital de demain. Mais on n'a pas fait que ça. Ce qu'on s'est dit, c'est que si l'hôpital de demain, on savait le faire seul, très clairement, on l'aurait déjà fait. Si on ne l'a pas fait, c'est qu'on a besoin de faire rentrer d'autres compétences, d'autres savoir-faire, d'autres expertises à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est là où le quartier de la santé commence à devenir extrêmement intéressant, voire novateur. Très Donc pour intéressant. ça, on va intégrer en fait 3 ponts qui sont essentiels. Donc aujourd'hui, on va regrouper tous les acteurs. Donc l'université va arriver en 2030 sur le même site. Hein. Pour information, c'est 256 millions d'euros d'investissement qui vient de la région, département, Nantes Métropole. Donc là, c'est 7000 étudiants. C'est les professionnels de demain qu'on est en train de former et qu'il faut qu'on forme davantage. La deuxième, bien évidemment, c'est le déménagement de l'Hôtel-Dieu au nouvel hôpital, où là, très clairement, on est sur une version un peu XXL, hein, puisque là, c'est 1,2 milliard d'euros d'investissement. Là, pour une fois, on peut être fier d'avoir un projet qu'on porte en région, et ça se passe chez nous. Pour information, il y a 2 projets d'envergure aujourd'hui dans le monde pour réinventer l'hôpital de demain. Le premier, il est au Canada, c'est 1,4 milliard de dollars canadiens d'investissement. Et le deuxième, il est en Europe, en France, et entre autres à Nantes, c'est le nôtre. Tu parlais de 1,2 milliard d'investissements. Ils viennent d'où, justement, ces financements? Alors, il y a 3 types. Le premier, 400 millions du gouvernement, entre autres du gouvernement Macron, qui nous dit réinventer l'hôpital public, l'efficience de l'hôpital public, donc on a cette chance. Après, on a 400 millions d'emprunts bancaires et 400 millions qui vont être de l'autofinancement. Donc là, on a une ambition très forte. Hein. La première, c'est de faire venir 5000 chercheurs du monde entier. Je redis bien, 5000 chercheurs du monde entier. La deuxième ambition, c'est de faire venir 1000 startups de l'Europe et du monde entier pour réinventer l'hôpital de demain. 250 dans les biotech et de la santé et 750 dans la tech. Donc c'est quand même considérable. Et là, qui va sortir de terre cette année, on a un bâtiment qu'on appelle GINA, qui est en fait un laboratoire, qui va permettre à tout cet écosystème de venir parler, échanger. À côté de ça, il y a la Samoa qui a investi 350 millions pour réaménager l'île de Nantes. Donc on le voit en ce moment avec le pont Anne de Bretagne qui va être agrandi. On va construire 2 trams, un busway, 3600 places de parking, 1200 places de vélo. Bref, l'île de Nantes est en train de se réinventer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a 2 milliards d'euros d'argent public qui sont mis sur la table pour qu'on devienne la première place liée à l'innovation et à la recherche en Europe. On va devenir un véritable hub de santé. Donc la localisation, elle est essentielle pour l'unité de lieu, ça veut dire cette capacité à réunir tout un écosystème sur le même endroit, mais il doit être aussi attractif à faire venir les gens de d'autres situations, d'autres pays, d'autres régions, pour dire venez chez nous, vous avez un écosystème génial, vous êtes dans l'hypercentre, mais vous n'êtes pas très loin de la mer. Bref, vous avez tout pour pouvoir vous éclater à titre professionnel ou personnel. En termes d'ambition, on l'a bien compris, donc l'idée, c'est de faire l'hôpital de demain. Oui. Comment est-ce que tu le positionnerais par rapport aux autres hôpitaux de France et même dans le monde entier? C'est une initiative qui est un peu unique de par son ampleur et de par sa diversité. Cette ambition de pouvoir unifier tous les savoir-faire et les compétences, c'est assez redoutable. L'autre point, c'est l'enjeu. C'est quoi l'enjeu de ce projet? En dehors de réinventer l'hôpital de demain, c'est quoi cet enjeu premier? Moi, je le vois de cette manière. C'est que je crois que le système français est un système d'excellence. On a cette capacité à produire des praticiens d'une très grande capacité. Voilà. Donc, notre système universitaire forme très bien les gens. On devient médecin. Ces médecins,
sont incroyables. Et donc, ils se spécialisent, ils deviennent des professeurs. Ces professeurs sont curieux et commencent à chercher, et donc ils deviennent des chercheurs. Jusqu'à là, on est sur de l'excellence parfaite. Sauf qu'à un moment, on invente quelque chose. Et là, le système commence un peu à se briser parce qu'on ne sait pas accompagner ces porteurs de projets à rester sur le sol français. Et souvent, dans, hélas, trop de cas, on se fait piquer le chercheur avec le brevet et ça va à l'étranger. C'est fini. On veut créer un terrain de jeu qui permette à ces professionnels de rester sur le territoire et de vouloir innover en France. Je rappelle qu'un chercheur, son premier objectif, ce n'est pas l'argent. Donc, il ne va pas penser à sa situation personnelle, voire une augmentation de salaire. Ce n'est pas du tout son sujet. Son sujet, c'est comment je peux rendre mon innovation possible. Et comment je peux le faire, pas le plus simplement, mais le plus facilement. Ça veut dire qu'on va me donner un coup de main. Donc, on voit bien, un chercheur, ce n'est pas un chef d'entreprise, ce n'est pas un businessman, il ne sait pas faire de business plan, il ne sait pas faire de plan de communication. Le management, c'est pas non plus... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre toutes les compétences, tous les savoir-faire autour de cette personne pour lui faciliter la capacité à innover et à créer des licornes sur notre territoire. Et c'est ce qu'on veut faire. Ce terrain de jeu qu'on a, ces 10 hectares où on regroupe l'intégralité des compétences, aujourd'hui médicales, et dans le bâtiment Gina, on va faire venir des professionnels, des gens dans le conseil, dans l'expertise, dans le financement, etc. C'est des gens qui doivent aider nos porteurs de projets à aller vers l'excellence. Aujourd'hui, donc, l'ambition est claire, hein, vous voulez devenir un pôle d'excellence européen de la santé du futur. Comment est-ce que vous anticipez les besoins de la médecine de demain? On entrevoit, c'est qu'on va devoir accélérer, fluidifier la prise en charge des patients. Si on veut soigner plus de patients dans de meilleures conditions, on va devoir réinventer bien évidemment la production du soin, mais aussi tout le parcours du patient. Dès la prise en charge, on doit arriver à pouvoir accompagner nos patients d'une version positive. Très clairement, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'accentuer ce qu'on appelle le mode ambulatoire. Ça veut dire que hier, quand on arrivait à l'hôpital, qu'on a une opération bénigne, on arrivait le matin, on se faisait opérer, on restait la nuit, on partait le lendemain. Là, on a décidé, c'est un parti pris qu'on a mis en œuvre, qui est de dire que les gens qui ne sont pas obligés de rester à l'hôpital, ils doivent partir dans la journée. Donc, 64% de nos patients viendront maintenant ce qu'on appelle en mode ambulatoire, donc ils arriveront le matin et ils repartiront le soir. Pour information, on a à peu près 1 million de patients par an. En contrepartie, on se dit que les gens, et alors ça c'est vraiment un concept, que les gens qui doivent rester à l'hôpital, on doit réinventer l'hospitalisation pour eux. Ça veut dire que 90% des chambres sont individuelles, majoritairement tous vue Loire. Alors, c'est pas comme à l'hôtel, quand à l'hôtel, en face de la mer, on a vu mer, on est content. Là, il faut se projeter qu'on est sur des patients qui sont malades, qui ont des doutes, et peut-être qui ont des épreuves dans leur vie, et le fait de leur donner une situation extrêmement confortable dans l'accueil, avec une vue, et on voit le fleuve couler, ça veut dire que les problèmes passent aussi. En fait, on veut que cet hôpital, il ne ressemble pas vraiment à un hôpital, voilà, qu'il soit plutôt un lieu de vie qu'un hôpital. Donc 90% de chambres individuelles, c'est extraordinaire. Ça veut dire que... Aujourd'hui, il y en a combien pour Paris? Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'on est à 45%. Donc, Ah ouais. on va doubler le nombre de chambres individuelles. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on veut créer une équipe. Une équipe entre les accompagnants, les patients et les soignants, qui vont combattre la maladie. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des conditions bonifiées d'accueil, d'hospitalisation, fait qu'à un moment, on peut créer cette équipe qui a envie de combattre la maladie. Pour information, on va devenir le premier bloc opératoire en France. On va créer 57 blocs opératoires. Donc c'est une forme de production du soin qui va être démultipliée, amplifiée pour arriver à pouvoir, d'une part, amortir beaucoup plus les investissements. Quand on fait tourner un bloc 4 heures ou 12 heures, bien évidemment, on ne l'amortit pas de la même manière. Et deuxièmement, surtout, de pouvoir soigner plus de gens. Voilà. Donc,
tout ça, c'est aussi la capacité à pouvoir gagner en efficience, en efficacité. Donc actuellement à l'ANEC, qu'est-ce qu'on fait? On teste un système avec des bornes qui permet en fait aux patients d'arriver et de pouvoir mettre leur carte vitale et de pouvoir s'onboarder, c'est-à-dire s'enregistrer administrativement directement et pouvoir aller au centre de consultation sur leur rendez-vous, etc., directement. Pourquoi? Parce que, en fait, nos patients nous disaient, mais quand je viens à l'hôpital, j'ai en fait deux séquences. La première, elle est administrative. Bon, elle ne crée pas une grosse valeur ajoutée pour moi, mais elle est quand même obligatoire, voire nécessaire. Et la deuxième, elle est médicale. Mais moi, quand je vais à l'hôpital, je préférais attaquer directement sur le côté médical. Voilà. Donc, le fait d'avoir un embarquement informatisé permet en fait deux choses, de fluidifier l'arrivée et l'intégration des patients dans l'hôpital, mais deuxièmement aussi de sortir des hospitaliers pour les mettre plus en front office devant les patients que de faire des tâches administratives. Le CHU Nantes, qui fait partie d'un GHT, d'un groupement hospitalier territorial, héberge en fait le système d'information un peu centralisé pour tout le territoire. Donc on a en notre sein ce qu'on appelle un data center, un centre de données qui héberge toutes les données pour les autres hôpitaux du territoire. Et donc là, on s'est dit, mais comme on a du numérique et qu'on a des données, on pourrait peut-être les localiser dans comment dire, notre centre de données et faire ce qu'on appelle du big data. Ça veut dire d'avoir beaucoup de données qui sont rassemblées ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Après, on s'est dit, mais maintenant qu'on a la donnée, on va pouvoir l'analyser. Et donc, on est sur un projet de recherche avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a la chance à Nantes d'avoir un profil extrêmement atypique. C'est un médecin qui est en même temps data scientist. Donc, le gars, il a deux têtes, hein, pour être très clair. Voilà, et qui va essayer de créer des algorithmes qui permettent d'améliorer la détection des zones cancérigènes et, grâce à l'IA, de pouvoir prédire peut-être un peu. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que dans quelques années, on pourrait même aller jusqu'à dire pourquoi les Bretons ont tel type de cancer, pourquoi les Vendéens ont tel type de cancer, ou pourquoi les Ligériens ont tel type de cancer. Les technos, c'est ça. Ça veut dire que c'est cette capacité à regrouper l'information, l'intelligence artificielle, de nous aider à créer des scénarios qui vont nous permettre d'être plus avancés et plus forts dans l'intelligence artificielle. Qui dit données dit cybersécurité. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Parce que ça doit être un vrai enjeu. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une attaque. Pendant une semaine, on n'a pas eu d'Internet. Hein, voilà. Alors, on a cette chance pour l'instant de jamais avoir été vraiment touché. Mais c'est une vraie problématique, européenne. Hein. Donc, nous, on est très pragmatique. Donc, on a nos propres centres d'hébergement. On a des procédures qui sont revues, amplifiées, améliorées constamment. Comment vous avez vécu justement cette semaine sans Internet? J'ai envie de dire, alors c'est jamais facile, c'est jamais évident, on ne peut pas banaliser et simplifier ça, mais hélas, nous, les crises, on les connaît. Alors, on les connaît par le côté médical. C'est une crise un peu différente, mais ça ne reste Ça reste une crise. Les plans blancs, on en fait, on essaye le moins souvent possible, mais donc on sait gérer les situations un peu d'urgence. Le Covid a été, alors c'est bizarre de dire ça, mais une formidable opportunité de se rendre compte, on le savait déjà, mais qu'on a des hospitaliers extrêmement créatifs, innovants et volontaires à vouloir réinventer des modèles, des organisations, des procédés pour être encore plus efficaces. Pendant le Covid, à un moment, c'était tellement compliqué qu'on a dit, bah, vous savez quoi, il n'y a pas de règle, faites au mieux. Et on a vu qu'on avait cette agilité, cette créativité. Voilà, je voulais parler un peu de l'impact de ce projet sur Nantes, sur les Nantais. On en a parlé un petit peu déjà, mais voilà, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur ici, puisque tu le sais, malgré ses ambitions, ce projet, il suscite des critiques, il suscite des préoccupations de la part des Nantais sur à la fois l'emplacement, la réduction du nombre de lits, on en a parlé, ce n'est pas un fait, sur la gestion financière, sur les priorités, les conditions de travail, la qualité des soins. Est-ce que toi, déjà, avant d'entrer dans le détail, tu as un message à transmettre aux Nantais? Je crois que tu as déjà un peu transmis en disant qu'il fallait qu'on soit fiers de ce projet. Ce message, moi, il est... Alors, je le dis, c'est lié à mon engagement personnel. Donc, c'est Patrice Guedelot qui parle et c'est pas le CHU. Je pense nous, Français,
on se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans ce pays qui est un pays d'excellence médicale et de recherche, et que souvent on l'oublie et qu'on devrait voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors oui, c'est vrai, tout fonctionne pas peut-être aussi bien qu'on le voudrait. Actuellement, il y a 2 enfants. Juste un exemple, il y a 2 enfants qui sont traités, soignés au CHU avec des traitements individuels à plus de 500 000 euros. On est le seul pays au monde à décider, nous tous, hein, de mettre 500 000 euros sur la table pour soigner un enfant. Mm. La réalité, c'est qu'on ne met pas 500 000 euros pour soigner un enfant. On fait ce qu'on appelle de l'innovation médicale. Ça veut dire qu'on investit pour en guérir, guérir et en soigner beaucoup plus. On a cette chance extraordinaire qu'on dit que la santé n'a pas de prix. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Pour dire, quand on va à l'hôpital, on sort, on ne sait même pas combien coûte une nuit à l'hôpital. C'est 1 500 euros une nuit à l'hôpital. 1 500 €. Ouais. Un accouchement, quelque chose de positif, 8 000 euros. Aux États-Unis, c'est 15 000. Voilà. Mais aux États-Unis, vous n'avez pas de police d'assurance, vous ne rentrez pas à l'hôpital comme ça, hein, très clairement. Donc, oui, il y a des choses qui sont perfectibles. Mais oui, je pense qu'il faut prendre un petit pas de côté et se rendre compte qu'on peut arriver à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour, même le jour de l'an, à l'hôpital, et on va trouver quelqu'un qui sera disponible, accessible, dans la thématique qu'on veut, et qui va nous soigner. C'est une chance extraordinaire. Et je vous rappelle, et c'est l'enjeu du début de notre entretien, je vous dis, c'est quoi mon engagement personnel? C'est d'ouvrir l'hôpital vers l'extérieur. Ça veut dire cette capacité que chacun d'entre nous, peu importe qui il est, puisse apporter son regard, son expérience, sa compétence, son expertise pour réinventer l'hôpital de demain. Et pour ça, on a créé 3 communautés. La première qu'on a appelée les Anges, qui sont en fait une communauté de bénévoles qui vont venir mettre leurs compétences, leur savoir-faire, mettre du temps à disposition pour venir nous aider à inventer l'hôpital de demain. Donc s'il y a des gens qui ont du temps, s'il y a des gens qui ont des compétences, franchement, vous êtes les bienvenus. Vous aurez des coordonnées, ça sera avec grand plaisir. Voilà. La deuxième, donc aujourd'hui, on a créé ça il y a un peu moins d'1 an, on a une quarantaine d'anges, voilà, donc, qui sont à nos côtés. Le deuxième, c'est ce qu'on a appelé salutem, qui veut dire santé en latin. C'est des ambassadeurs. Donc, c'est des gens du monde économique qui vont faire rayonner dans leur écosystème, ça veut dire dans l'entreprise, le fait que la santé, c'est pas optionnel. Ça veut dire que pour une entreprise, pour qu'elle puisse être attractive et productive, il faut que ses collaborateurs soient en bonne santé. Et la troisième, c'est ce que vous allez tous devenir. Ça veut dire, vous, auditeurs. C'est ce que j'appelle les chuchoteurs. C-H-U, chuchoteurs. Donc, vous allez venir chuchoter des projets qu'on pourrait venir mettre à l'hôpital et que vous allez nous aider à les porter. Ça veut dire que chacun, dans son expérience personnelle avec l'hôpital, a quelque chose à dire. Sur le sujet de l'emplacement, donc tu nous en as parlé, hein, de ce choix de cet emplacement, l'une des préoccupations des Nantais, c'est l'accessibilité. Oui. L'accessibilité, les inondations, c'est ce que je te partageais off avant d'enregistrer. Voilà, un sujet qui est remonté, c'est vraiment ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, le choix du site, bon, il y a plusieurs items, hein. Le premier, on l'a dit, attractivité. Donc, il fallait qu'on soit pas très loin d'une gare et d'un avion pour faire venir les gens. La deuxième, c'est très clairement le foncier. Trouver 10 hectares dans Nantes, c'est un peu compliqué quand même, hein. Pour information, hein, on a troqué notre hôtel-Dieu avec les 10 hectares là de l'ancien mine. Mais il n'y a quand même pas, on le voit bien, hein, on a quand même une agglomération qui est bien construite, donc il n'y a quand même pas autant de... Voilà. Alors souvent on nous dit, oui, vous auriez peut-être dû vous mettre, comment dire, à la Hennec, parce que vous avez un peu de foncier sur place. Alors ce que les gens ne savent pas, c'est que la Hennec va être totalement réutilisée, hein. Donc comme je vous disais, 1000 startups vont se créer, dont certaines en biotech. La singularité d'une biotech, c'est que quand le modèle économique prend, ils ont besoin de beaucoup de place. Ça veut dire que très rapidement, ils ont besoin de 300, 500, 1000 mètres carrés. Et donc, il faut qu'on ait une solution de recours pour pouvoir les déménager rapidement et arriver à les garder sur le territoire. Donc, on a décidé que la Hennec, on allait construire un centre de 100 000 mètres carrés, je répète,
100 000 m² qui vont accueillir les biotech. Donc l'AMEC va être capacité à faire pour accueillir ces entreprises qui seront scale-up, c'est-à-dire qui vont monter en puissance et qui vont pouvoir être accueillies directement sur place. Donc ils vont rester sur notre territoire directement. Et je rappelle juste aux auditeurs que si on a créé même la CCI, c'est Nantes-Saint-Nazaire, c'est qu'à Nantes, on avait un problème de foncier et qu'on a dû étendre avec Saint-Nazaire pour pouvoir accompagner les entreprises industrielles, etc. Donc, après, sur le fait qu'on soit sur une zone inondable, alors d'une part, c'est faux. Ce coin de l'île, c'est absolument pas le cas. Mais il y a eu une crue, c'est vrai. Alors, j'ai plus la date, je sais plus si c'est en 1906 ou 8, mais bon, les auditeurs historiens me reprendront là-dessus. Donc, logiquement, on devrait en avoir une prochainement. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on a fait deux choses pour éventuellement un risque possible. La première, c'est que lors du terrassement, on a relevé un défi technique et hallucinant, c'est qu'on a planté 3000 pieux pour rehausser l'hôpital. Donc les gens qui ont eu la chance de visiter le nouvel hôpital le savent bien, et ceux qui viendront prochainement, ils verront en fait, entre le niveau de la Loire et que l'hôpital est bien au-dessus du niveau de la Loire. Il est même au-dessus de la crue qu'il y a eu à l'époque. Mais on n'a pas fait que ça. On a, sur les 260 000 m², coulé une dalle de béton. Ça veut dire qu'en fait, on a un seul sous-sol qui est une seule pièce quelque part. Alors moi, j'aime le décrire un peu comme une piscine à l'envers. Ça veut dire que, en fait, c'est hermétique de bout en bout. Et donc, si la crue devait vraiment, avec le réchauffement climatique, et on voit bien que les choses, hélas, changent sur notre territoire, on aurait cette deuxième capacité qui nous permettrait de pouvoir absorber cette situation extraordinaire. Voilà. Que les gens se rassurent. On a investi 1,2 milliard, ils sont bien protégés, tout va bien se passer. Voilà, c'est aucune inquiétude. Qu'est-ce qui va devenir le site de l'Hôtel-Dieu ? Pour être très clair, nous ne sommes plus propriétaires à partir de 2027, donc on va le donner à son nouveau propriétaire qui est Nantes Métropole, qui va s'accaparer ce foncier immobilier d'une grande ampleur en hypercentre. Sur le sujet des conditions de travail pour le personnel ? Alors, nos hospitaliers sont déjà très contents que ce soit en hypercentre, pour être très clair, parce qu'on a beaucoup de gens qui habitent Nantes, et on a mis un plan de déplacement d'eau depuis de longues années, donc on a énormément d'hospitaliers qui viennent en vélo. Donc, pour eux, c'est une vraie chance, très clairement. C'est pour ça qu'on a 800 places de vélo qui ont été intégrées pour eux, en fait, sur le site. Alors, en face de la construction du nouvel hôpital, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un bâtiment témoin. C'est une sorte de petite réplique. Alors là, beaucoup plus petit, c'est 500 m², 250 m², il y a un étage, donc par étage. Et c'est une forme de réplique du mini-hôpital, où on a des salles de consultation, des blocs, des chambres, etc. Et donc, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on fait venir les hospitaliers toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, pour venir, d'une part, découvrir le site, et deuxièmement, s'accaparer un peu le concept du nouvel hôpital, et troisièmement, nous faire des propositions. Et donc, ils viennent juger concrètement notre parti pris. Et alors, c'est intéressant, et si tu veux, un jour, je te ferai visiter ce bâtiment témoin, mais il évolue en permanence. Alors, dans certaines salles, on a même l'impression de se situer dans une salle de grande distribution, type Leroy Merlin, Castorama, parce qu'on a plein de matières, et on fait voter les gens. Ben, toi, tu préférais quelle couleur, quelle matière ? Et en fait, on teste la résistance, la couleur, etc. Et donc, on intègre les hospitaliers dans une forme de retour d'expérience, de conseil, pour qu'ils puissent nous aider à être au plus près possible de la vérité. Et donc, ce bâtiment, il évolue constamment. Et ben, on va enfin commencer l'intérieur et donc prendre en compte toutes les améliorations qui ont eu lieu grâce à eux. Ok. Merci, Patrice. Merci pour aujourd'hui. Je t'en prie. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous en l'envoyant à vos proches ou en le relayant sur vos réseaux sociaux. Et si jamais vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et Spotify et que vous avez 20 secondes devant vous, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire en dessous du podcast.
C'est grâce à ça que vous m'aidez à le faire connaître et grandir. Si vous venez juste de découvrir cette émission, sachez qu'il y a plus d'une 60aine d'épisodes enregistrés avec de nombreux invités nantais passionnants et plein d'autres formats sur l'actualité d'ici, disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook ou suivez-moi sur LinkedIn. Bref, en 2 mots, abonnez-vous au podcast, écrivez-moi, partagez, c'est ce qui fait vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Merci.